Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Sophie, Régina, Georges, Simon, Adolphe, toutes et tous sont des enfants cachés, des enfants juifs qui ont évité la déportation et ont échappé à une mort quasi certaine pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'ils ont été cachés dans des familles de résistants. Raconter leur histoire, c'est permettre aux plus jeunes d'aborder la Shoah, mais sans plonger directement dans l'horreur. Raconter leur histoire, c'est aussi une transmission, un travail de mémoire, et c'est aussi sensibiliser au risque du racisme, de l'antisémitisme et du rejet de l'autre. Raconter leur histoire, c'est enfin inciter les jeunes à devenir des citoyens à l'esprit libre et critique. Et pour raconter cette histoire, le CCLJ, le Centre communautaire laïque juif David Susskind, a développé une valise pédagogique, Sophie, l'enfant caché. On va en parler notamment dans cette émission avec Zora Vardaï. Bonjour. Bonjour. Vous êtes animatrice socio-culturelle au Centre d'éducation à la citoyenneté du CCLJ. Vous allez nous parler donc de cette valise dont on voit déjà quelques éléments qui sont disposés sur le bureau. On a également le plaisir et l'honneur de recevoir Régina Sluzny. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une enfant cachée, vous êtes vice-présidente de l'ASBL Enfants cachés et présidente du Forum des organisations juives. Vous allez nous raconter un peu votre histoire dans l'émission. Et enfin, Thérèse-Louise Selvet, bonjour. Vous êtes institutrice primaire. Vous, ça fait presque 40 ans que vous parlez en fait de cette thématique. Alors, vous parlez de la Shoah et aussi des enfants cachés. Alors, au départ, avec peu de ressources pédagogiques, et on va voir avec vous quel est l'intérêt de justement avoir tout ce matériel pédagogique aujourd'hui et ces témoignages riches, évidemment, pour les plus jeunes. Alors, Madame Sluzny, votre histoire est celle de votre mari, Georges, qui était aussi un enfant caché. Elle a fait l'objet d'un livre, un livre qui s'appelle « Les oubliés de la guerre », qui était publié aux éditions ASP. Votre histoire, vous la racontez inlassablement dans les écoles depuis une vingtaine d'années. Vous êtes né en 1939, vos parents venaient donc de Pologne, mais vivaient en Belgique déjà depuis le début des années 30. Et vous avez été caché pendant la guerre chez Anna et Charles. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui a amené à vos parents à prendre cette décision, de vous confier finalement à cette famille? Papa travaillait sur les marchés. Et les marchés se tenaient derrière l'église à l'époque. Il y avait toujours des cafés. Et il fallait qu'il loue, ou qu'il prête plutôt, une table dans le café pour mettre sa marchandise. Après le marché, il allait rendre la table. Ça fait que chaque semaine, il allait dans les mêmes cafés, chaque jour un autre village, qu'on connaissait très bien, Jacob, avec le visage brûlé. Papa ne s'est pas brûlé. Papa avait le cancer de la peau. Et en Pologne, où il habitait avec ses parents, et sa sœur et son frère, les médecins ne savaient pas ce que c'était. Et sa maman a écrit à son frère, qui habitait depuis avant 1900 à Anvers, peut-être qu'en Belgique, on n'est plus au courant de ce qu'a mon fils, puisqu'ils n'étaient pas au courant. Il avait le visage tout à fait ouvert. Il est venu donc avec une plaie ouverte à Anvers, et il y a le professeur Warunkel qui l'a sauvé, avec des aiguilles trempées dans le radium pendant 2 ans. Et ce qui restait, c'est comme s'ils étaient brûlés. Donc on l'appelait Jacob avec le visage brûlé. Et c'est dans ces cafés-là où il allait faire le marché avant-guerre que pendant la guerre, on a pu se cacher. D'accord, donc ça a démarré comme ça en fait. Vous ça avez a pu démarré vous comme cacher ça. Dans ce café. Et un de ces cafés, on a trouvé de quoi se cacher quand on est parti d'Anvers après que la première razzia avait eu lieu à Anvers. On est tous partis là, croyant qu'on serait en sécurité. Mais ce n'était pas tout à fait le cas. On a été dénoncés. Et mes parents ont été avertis à temps, heureusement, par les voisins, par Charles, qui par après va devenir mon père de guerre, et Anna, sa femme. Car la seule qui pouvait sortir des chambres où nous étions logés, c'était moi, j'étais blonde, donc mes parents et la dame où on logeait croyaient qu'on ne saurait pas que je suis une petite fille juive. Tandis que mes 2 frères plus grands que moi avaient les cheveux noirs comme la plupart des enfants juifs.
Et c'est notamment parce qu'effectivement, vous étiez une petite fille blonde. J'avais que 2 ans et demi. 2 ans et demi, et que vos parents, avec Charles et Anna, se sont dit qu'ils pourraient vraiment vous confier à cette famille qui va devenir votre deuxième famille, finalement. Au moment où Charles vient nous avertir, c'est lui qui dit à mes parents, prenez ce que vous pouvez, si vous voulez, nous, on veut bien tenir la petite, vous trouvez une bonne place, vous venez la chercher. Seulement, ils n'ont jamais trouvé une place bien en sécurité. Ils ont changé 15 fois pendant 3 ans et demi. Ça fait que pendant 3 ans et demi, je suis restée chez Anna et Charles. Quel lien est-ce que vous avez tissé avec cette famille de guerre, comme vous dites, votre papa et votre maman de guerre? Ce sont mes parents, au même titre que mes parents qui m'ont mis au monde. J'ai été au début tous les semaines, du vendredi au dimanche. Après la guerre. Après la guerre. Après la guerre. Et par après, quand j'ai rencontré mon mari, qui lui aussi était un enfant caché, j'allais avec lui le dimanche. Et quand mes enfants sont nés, avec les enfants, c'est comme si on visitait... Le samedi, je visitais mes parents. Et le dimanche, j'allais à MXM, chez Anna et Charles. Et donc les liens sont toujours restés forts. Pendant la guerre elle-même, du coup, vous estimez que vous avez été... vous avez vraiment été dans une famille aimante, cette deuxième famille. Une des Alors exceptions. évidemment, on sait que dans les enfants cachés, il y a des enfants qui sont tombés dans des familles très aimantes, d'autres parfois un peu moins. Mais en tout cas, pour vous, à quoi ressemblait votre vie, justement, avec cette famille pendant la guerre? Mais d'abord, j'étais très petite, je n'avais que 2 ans et demi. Donc, je n'ai pas souffert du tout. J'avais ma chambre à moi, j'avais à manger car ils avaient un magasin de nourriture. De l'amour que j'ai reçu de ces gens, je ne sais pas s'ils auraient donné autant d'amour s'ils avaient eu leur propre enfant, ils n'en ont jamais eu. J'ai eu tout ce que j'ai voulu. Maintenant, souvent, quand je me réveille le matin, je me dis, Charles, je dois faire ça et ça, comment j'aurais fait? C'est à lui que je pense d'abord, pas à mes propres parents, puisque la base, je l'ai eue chez eux. J'ai tout eu. Avec cette difficulté aussi après la guerre, parce que vos parents ont réussi à se cacher jusqu'à la fin de la guerre et ont survécu. Mais avec cette difficulté que vous ne les reconnaissiez pas, presque vous ne saviez pas que c'était vos parents. Quand maman est rentrée, j'ai dit bonjour madame. Et c'est Charles qui m'a dit, mais c'est ta maman. Je suis allée avec une dame que je ne connaissais pas. Quand j'ai vu mon père et mes 2 frères, ça ne me disait pas grand-chose, puisque j'étais si petite quand je les ai quittés. Donc, ma vie est devenue un peu plus dure en retournant chez mes propres parents pour pouvoir m'acclimatiser avec eux. Tout d'abord, je n'ai jamais su que j'étais une enfant juive pendant la guerre. Donc déjà ça, c'était une chose qu'il fallait... On ne vous l'avait pas dit pour vous protéger, évidemment. Exactement. J'ai dû apprendre à parler le yiddish, puisque mes parents parlaient en grand seulement le yiddish, et moi je parlais le flamand. Donc il fallait s'adapter, et avec mes frères c'était difficile aussi, puisque eux sont restés avec mes parents pendant toute la guerre. Zora Vardaï, donc au CCLJ, c'est l'histoire de Sophie Reckman-Granos que vous avez, on va dire, décidé de raconter dans le livre Sophie l'enfant caché. Toute la valise pédagogique aussi tourne, on va dire, autour de son histoire, elle qui a été une des premières présidentes, je pense, de la LSBL, l'enfant caché en Belgique. Alors, partir d'une histoire individuelle comme celle de Sophie, et en même temps, on voit que Regina, elle raconte aussi beaucoup son histoire dans les écoles. Donc, partir d'une histoire individuelle comme celle de Regina, comme celle de Sophie ici, l'histoire d'une petite fille qui a le même âge, est-ce que c'est vraiment intéressant pour toucher les plus jeunes, pour toucher, on va dire, les 10-12 ans? C'est ça qu'il faut faire? Oui, effectivement. Nous, on n'est pas les seuls au CCLJ à développer des outils qui se basent en fait sur des histoires d'enfants pour parler aux enfants. Si on voit d'autres institutions qui abordent ce sujet-là, c'est aussi, ils ont la même façon d'aborder les choses. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est que l'enfant, il va pouvoir comprendre certaines réflexions que peuvent avoir un enfant. Ils peuvent arriver à s'identifier d'une certaine façon à un enfant. Bien sûr,
les époques sont différentes. Bien sûr, la vie des enfants cachés n'a rien à voir avec la vie des élèves qu'on rencontre. Mais le fait d'aborder l'histoire de l'enfant, le fait de dire que voilà, Sophie, c'était la petite gâtée, la petite chérie de sa famille, ça ne change pas. Hein. Aujourd'hui, il y a d'autres enfants qui pourraient comprendre l'amour qu'avaient ses parents pour elle, ou Sophie par exemple, elle faisait des claquettes, elle faisait de la danse. Eh bien aujourd'hui, les enfants ont aussi des passions. Pour certains ça va être le foot, pour d'autres ça va être la danse. Oui, d'ailleurs, en fait, dans cette valise, il y a notamment toute une série d'objets. Alors, on voit par exemple une corde à sauter. Ce sont des objets qui auraient pu appartenir donc à Sophie. Et le fait de partir de ces objets, de dire aussi aux enfants, vous amenez peut-être un objet qui vous symbolise, ça permet de parler de l'histoire de Sophie, mais parler de leur propre identité, en fait. Voilà. Donc, cette valise pédagogique, elle a été développée pour aborder donc cette histoire. Le livre Sophie l'enfant caché existe déjà depuis presque 10 ans. Mais entre-temps, on a développé des animations pour aller plus en détail, pour aborder cette histoire-là. Et ce qui était important pour nous, c'était de montrer que l'identité d'une personne ne se limite pas à une seule chose. Sophie, Regina, les Juifs pendant l'occupation de la Belgique par les nazis, ils ont été réduits à une seule identité. C'était le fait d'être juif. Et donc, par cette animation-là, où on va demander aux enfants d'apporter des objets qui vont évoquer différentes facettes de leur identité, que ce soit la famille, que ce soit leur religion, que ce soit leurs origines, leur passion, leur animal préféré, va montrer qu'en fait notre identité elle est complexe. Et montrer des objets qui auraient pu appartenir à Sophie, ça montre aussi que c'était pas qu'une petite fille juive cachée pendant la guerre, mais c'était une fille qui faisait ceci, qui faisait cela, qui avait certains centres d'intérêt, etc. Madame Selvé, donc vous, ça fait plus de, je disais presque 40 ans, on va dire, que vous abordez cette thématique-là, la thématique de la Shoah en classe, avec des élèves de primaire, alors même aujourd'hui plutôt 6e primaire, mais oui. Vous me disiez que même avec les 3e primaires, c'est une thématique qui vous semblait importante d'aborder. J'imagine qu'effectivement, c'est une thématique pas facile, et à parler de la Shoah, tout de suite, on pense quand même à des choses horribles. Est-ce que pour vous, le fait de partir, par exemple, de l'histoire de Sophie ou l'histoire des enfants cachés, est-ce que c'est un moyen d'aborder la thématique, mais de façon peut-être un peu détournée, ou un peu les sensibiliser à la vie de ces enfants avant la guerre, par exemple? En quoi est-ce que ça vous semble important? Oui. C'est très important et j'aime beaucoup la valisette de Sophie l'enfant caché parce qu'il y a une ligne de temps. Et donc, en fait, moi, je donne cours maintenant en 6e primaire. Et donc, différents événements de l'histoire pendant la Deuxième Guerre mondiale sont mentionnés. Et on voit des photos de Sophie ou de ses parents ou de sa famille. Donc, chaque chapitre de l'histoire de Sophie est aussi illustré non seulement par des photos de la vie de Sophie à l'époque, mais aussi par les faits qui se déroulaient dans cela, comme quand les Juifs ont dû aller s'inscrire au registre, ou qu'ils ont dû se faire apposer le cachet yacht sur les cartes d'identité, et puis l'étoile juive qui était cousue. Progressivement, les discriminations sont mises en place. Voilà, c'est ça, oui, toute une série de lois qui deviennent de plus en plus drastiques. Donc j'aime beaucoup cet outil-là. Et puis c'est vrai que les enfants, moi, donc ici en 6e primaire, donc ils se mettent vraiment dans la peau de Sophie et on voit qu'ils vivent, quand on raconte l'histoire, ils vivent vraiment l'événement comme si c'était eux qui le vivaient. Et ça les touche directement. Quoi. Ça les touche directement. Et alors, ils posent toujours beaucoup de questions parce que les enfants sont curieux et les enfants posent des questions que les adultes ne posent pas. Et c'est ça qui est très attachant, aussi des questions auxquelles nous, on ne penserait même pas. Ouais.
Mais alors, je vous propose de faire une petite pause pour écouter Sophie, en fait, Sophie Reckman-Granos, qui a donné vraiment, dont l'histoire finalement a inspiré tout ce dossier pédagogique. Vous avez réalisé donc au CCLJ toute une série de capsules pour aller plus loin pour les écoles. Et on va voir dans un petit extrait de capsule une interview de Sophie qui aujourd'hui est décédée, mais qui avait donné donc une longue interview et qui raconte un peu sa vie d'avant, justement. On l'écoute. Mon premier souvenir date de l'avenue Clémenceau 126. Papa travaillait à l'atelier. Bon, d'abord on vivait ensemble puisque l'atelier était dans l'appartement. Et papa travaillait à l'atelier et maman était dans l'appartement. Nous avions un appartement qui se composait d'une cuisine, d'un salon salle à manger, d'une chambre à coucher pour mes parents et d'une petite chambre pour moi et un atelier où papa travaillait. Et c'est aussi la période où les personnes de mon âge se souviendront où on jouait au cerceau, ce qui à mon sens n'existe plus aujourd'hui. On jouait à la marelle et puis voilà, les déplacements, je les vois en tram avec maman, à vélo avec papa. Je ne sais pas si c'était important, mais tout de même, ça fait partie des souvenirs. Voilà. C'est ici, et dans les Marolles, qu'eut lieu dans la nuit du 3 au 4 septembre 1942, la grande rafle de Bruxelles. Après l'échec des convocations au service du travail obligatoire, des arrestations massives de juifs se déroulent de nuit. Des quartiers entiers sont fermés pour vider les immeubles de leurs occupants juifs et s'approprier leurs biens. Des femmes, des enfants, des hommes, des vieillards sont poussés hors de chez eux et chargés dans des camions pour une destination qu'ils ne connaissent pas, la caserne d'Ossing. C'est dans cette caserne qu'ils attendront, en transit, d'être déportés dans des camps à l'est, en Pologne, Auschwitz, Birkenau, un camp de concentration et centre de mise à mort. Régina Sluzny, pourquoi ça vous semble essentiel aujourd'hui de continuer à raconter cette histoire? Tout d'abord, je nomme toutes les personnes desquelles je parle, de mes parents, de mes frères, de ma grand-mère. Tout ce que j'ai d'elles, ce n'est qu'une petite photo. Et quand je parle d'eux, j'ai l'impression qu'ils sont là. Déjà, ils ne sont pas oubliés. Et quand je parle de Anna et de Charles, mes parents de guerre, la bonté de ces personnes, on ne peut jamais les oublier. Et ce n'est que pour ça, et aussi pour me démontrer aux élèves qu'on est tous les mêmes. D'abord, être juif n'est pas une nationalité, ce qui se fait énormément. Beaucoup de personnes le prennent comme si c'était une nationalité. Les parents de mon mari étaient belges et ils ont été emmenés à Auschwitz avec le 22e convoi. Qu'on est tous les mêmes. On ne choisit pas la famille où on est né. Et je leur dis, j'espère que vous êtes contents avec votre famille, si elle est chrétienne ou si elle est juive ou autre chose, ou pas croyante. Mais respectez vos parents, car tout le monde est né là où il devait être né. On ne l'a pas choisi du tout. Et on doit se respecter l'un l'autre. Et c'est pour ça les enfants ne se respectent pas assez, je trouve. À part qu'ils ne savent pas grand-chose sur la guerre, mais ils ne se respectent pas non plus. Zora Varday, est-ce que c'est une manière aussi de montrer, de relier à des choses qui se passent aujourd'hui et c'est raconter cette histoire, c'est aussi parler de la lutte contre les extrémismes aujourd'hui, de la lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme? Oui, bien sûr. Donc tout ça, c'est vraiment en filigrane dans tout le programme de La haine, je dis non en général. Donc cet outil, c'est un de nos outils. Et effectivement, c'est ce travail-là sur lequel... qui est important pour nous. Et donc, dans les différentes activités qu'on a proposées, il y a toujours cette idée-là. Donc, c'est pas seulement ça s'est passé pendant la guerre, c'est triste et on s'arrête là. Non, justement, on réfléchit à ce qui s'est passé, on essaie de comprendre ce qui s'est passé et on essaie d'en tirer aussi des leçons pour aujourd'hui.
Donc c'est pour ça que la réflexion de type philosophique, c'est aussi quelque chose qui est mis en évidence dans l'outil. C'est voilà, de faire réfléchir aussi les élèves à finalement dans quel monde on veut vivre. Et Madame Selvé, est-ce que ça, vous avez l'impression que ça les marque? Est-ce qu'ils en retiennent vous avez l'impression qu'ils en retiennent quelque chose? Oui, beaucoup. J'ai l'expérience, enfin, je garde des contacts avec d'anciens élèves. Et alors, quand je donnais cours, à un moment donné, pendant quand même longtemps, en 3e primaire, donc ça remonte à 35 ans d'ici, comme outil, il n'y avait pas tous ces beaux outils-là qu'on découvre aujourd'hui. Et donc, moi, j'avais juste des livres d'Anne Frank ou des cartes postales que j'avais achetées au musée d'Anne Frank. J'avais des témoignages d'enfants de rescapés que je rencontrais sur la plage. Et donc, j'en parlais aux élèves. Et donc, on avait parlé d'Anne Frank. Et cet été, j'ai vraiment été surprise parce qu'un de ses anciens élèves m'a dit ah, mais si maintenant je travaille à l'OCAM, c'est quand même un peu grâce à toi parce que j'ai été tellement bouleversée par ta leçon sur Anne Frank que je me suis dit ah, mais quand je serai grand, moi je vais lutter contre les injustices. Enfin voilà, l'enfant avait 8 ans, quoi, il me sort ça cet été. Je me dis oh, on a quand même semé quelque chose. Quoi, oui, donc ça fait vraiment. Oui, on ne s'en rend pas toujours compte, mais on sème. Oui. Parce qu'on disait peut-être qu'ils ne se respectent pas assez, c'est ce que vous disiez, mais les enfants sont quand même souvent sensibles aux discriminations et sont souvent en colère quand il y a des discriminations. Oui, tout à fait. Vous avez une plus grande expérience que nous, mais c'est vrai comment ils vivent ça. Oui, même plus que les adultes, les enfants sont très, très sensibles à l'injustice, aux préjugés. Et ils s'indignent plus facilement parfois que certains adultes, finalement, qui sont blasés. Et puis... moi, je trouve ça intéressant aussi de parler des enfants cachés et de la Shoah parce que les enfants, ils ont droit aussi à la vérité. Évidemment, il faut juste adapter les propos. On ne parle pas à un enfant de 3e primaire, on ne raconte pas les mêmes choses qu'à des enfants de 6e primaire ou de 6e secondaire. Quoi. Mais enfin, ils ont le droit d'être au courant et de connaître la vérité. Et ça, c'est aussi le rôle de l'école parce qu'à la maison, certainement que les parents... déjà, dans certaines familles, on ne parle pas. Et alors, peut-être les parents ne connaissent pas le sujet. Et donc, c'est bien que les enfants rencontrent des professeurs qui puissent les mettre au courant, leur faire avoir un esprit critique, poser des questions. C'est ça aussi le rôle des écoles et le rapporter aussi les valeurs démocratiques comme la solidarité, le respect... la tolérance au quotidien déjà. Donc, c'est ça. Oui, les former un esprit effectivement libre et critique. Et c'est vrai qu'on sait que, par exemple, ces familles de Juste, comme la famille de Charlie Anna qui vous a accueilli, ils ont dû faire un choix à un moment, au péril de leur vie peut-être aussi, et ils ont posé un choix. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps. Hein. Entre le moment que Charles a été averti qu'on allait venir nous chercher, il est venu chez nous, 5 minutes, 10 minutes, pas plus. Et c'est sur le coup qu'ils ont décidé, on tient la petite et c'est tout. Mais si quelqu'un avait parlé, on les aurait amenés au camp de travail et on m'aurait anéanti. Donc c'est certainement au péril de leur vie qu'ils nous ont sauvés. Et à part ça, Charles allait régulièrement rechercher où mes parents étaient pour leur apporter à manger. Donc il prenait des énormes risques. Et donc là, et j'imagine quand vous racontez cette histoire à des jeunes, ça les touche quand même. Ça les touche énormément. Ils se disent que, voilà, eux aussi peuvent aujourd'hui prendre des décisions. Ça les touche énormément, énormément. Même si c'est des enfants de 12 ans ou des universitaires, la réaction est flagrante. Alors, Zora Vardaï, donc on l'a dit, il y a cette valise, il y a tous ces objets qui auraient pu appartenir à Sophie. Si par exemple on a un professeur qui nous regarde, comment il peut se procurer la valise? Est-ce qu'il y a une formation? Parce que ce n'est pas toujours facile non plus, j'imagine, d'aborder ces thématiques pour les professeurs, pour les instituteurs ou institutrices. Oui, c'est sûr. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire un outil qui est directement utilisable pour les professeurs. Alors, d'où est venue l'idée? C'est simplement que nous, on venait dans les classes à la demande des professeurs, on faisait des animations donc, autour de
l'histoire de Sophie. Et les profs étaient demandeurs en fait, d'outils. Enfin, comme disait Thérèse Louise tout à l'heure, il y a quelque temps, il n'y avait pas énormément d'outils. Et notre idée, c'était de leur proposer donc, un outil qui n'est pas simplement sur les enfants cachés, mais qui parle d'un enfant caché en Belgique, à Bruxelles. Pouvoir mettre les choses aussi dans un contexte local. Ça, c'était intéressant aussi pour pouvoir aborder la question de l'occupation en Belgique, en fait. Parce que, bon, on peut parler d'Anne Frank, on peut parler d'autres sujets, un sac de billes, etc. Mais parler de la Belgique, c'est quand même important. Et il y avait peu d'outils. Il y en avait, mais il y en avait peu. Et donc, l'outil ici, il est... donc, on peut l'avoir gratuitement en suivant des formations. Parce qu'il y a quand même en tout 4 activités qui sont proposées. Et ce n'est pas toujours évident, justement, de pouvoir les aborder en classe. Et voilà, comme nous, on a cette expérience, cette expertise, c'est nous qui avons créé l'outil, on propose des formations de 2 fois 2h30. C'est des mercredis après-midi, donc c'est un horaire pour les professeurs. Et la prochaine aura lieu en 2023. D'accord. Donc oui, ça, il y a un site internet, il y a la haine, je dis non, qui est le site vraiment du Centre d'éducation à la citoyenneté, vraiment du CCLJ. Voilà. Donc la haine, je dis non, je pense que le site va s'afficher en bas de l'écran. Je rappelle aussi le livre sur Régina et Georges, votre mari, les oubliés de la guerre. Oui, peut-être juste une dernière question pour vous, Madame Selvet. Là, on l'a dit, ça fait, vous êtes en fin de carrière. Est-ce que, pour vous, il y a un risque peut-être que cette histoire se perde? On sait que vous êtes en fin de carrière. On sait aussi que les personnes qui témoignent et qui viennent témoigner en classe, il y en a de moins en moins. Est-ce qu'il y a un risque, à votre avis, que ça se perde? Mais disons qu'en fait, certains professeurs n'aiment pas aborder le sujet, quoi. Donc, moi personnellement, j'aimais beaucoup parce que c'est un sujet qui me touche. Et puis je pense que en étant extérieur, nous on n'a pas vécu les événements et donc on est extérieur et donc on peut voir ça avec moins d'émotion parce que je sais bien les personnes qui témoignent, parfois elles sont fortes dans l'émotionnel et c'est parfois compliqué. Oui, ça peut être dur. Et non, j'espère que ça ne va pas se perdre, mais je sais qu'il y a quand même beaucoup d'enseignants qui sont assez réticents à enseigner la Shoah, mais il faut le faire, il faut continuer à le faire. C'est votre message aussi. Voilà, oui. vous allez témoigner quasiment tous les jours. J'y vais presque tous les jours, mais je me rends compte que beaucoup de professeurs ne sont presque pas au courant. Oui. Donc les enfants ne savent pratiquement rien quand j'arrive. Il faut tout le temps se documenter, ou si on n'a jamais fini de se documenter, mais ça, bon. Pour se documenter, on conseille vraiment donc Sophie l'enfant caché, donc le site internet La haine, je dis non, le site aussi internet de l'ASBL Enfant caché où vous trouvez toute une série d'informations. Et j'ai envie de terminer l'émission sur une citation de Sophie qui disait « Enfant caché, racontez à vos enfants, à vos familles ce que le racisme peut engendrer. Racontez à la jeunesse que seul le respect peut donner la force, le bonheur d'offrir à l'autre un regard humain. Ne méprisez jamais quelqu'un sous prétexte que vous ne le connaissez pas. » Merci beaucoup à toutes les 3. Merci à vous de nous avoir suivis et une bonne journée à tous.